Imagine une scène simple. Tu tiens ta montre, tu observes la trotteuse glisser d'une seconde à l'autre. Tu crois suivre une continuité, un fil qui t'unit au passé et au futur. Pourtant, ce que tu regardes n'est peut-être rien d'autre qu'un mirage collectif. Le temps que tu crois mesurer pourrait n'exister que lorsque ta conscience le perçoit. Sans ton regard, il se dissoudrait dans le silence quantique où chaque instant dort dans la superposition éternelle de tous les possibles. Rien n'est plus fragile que la sensation du présent. Ce que nous appelons maintenant n'est peut-être qu'un mince fil de perception reliant un océan d'instants simultanés. Selon la mécanique quantique, chaque particule de ton corps oscille dans un jeu de probabilités où passé et futur se confondent. Ton souvenir d'hier et ton anticipation de demain partagent le même berceau probabiliste. Quand tu crois avancer dans le temps, c'est peut-être l'univers qui reconfigure son décor autour de ton regard. Les scientifiques ont voulu croire que le temps coulait comme une rivière, régulière, mesurable, traversant le cosmos. Mais rapidement, cette idée s'est effondrée. Einstein, dans une révélation presque mystique, affirma que la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion persistante. Ce qu'il venait de prononcer, c'était une condamnation définitive de la chronologie humaine. Car si tout est déjà inscrit dans le tissu de l'espace-temps, alors ton futur t'attend déjà, figé, inévitable. Pourtant, la physique quantique n'a pas accepté ce déterminisme. Elle a brisé le rêve newtonien d'un univers mécanique. À son échelle, le temps semble fondre dès qu'on le regarde de trop près. Une particule peut agir avant même qu'on la mesure, influençant le passé par une décision future. Dans certains laboratoires, des photons ont choisi leur trajectoire après que leur destination ait déjà été déterminée, anéantissant la notion de cause et d'effet. Tu observes et le passé se réécrit sous tes yeux. C'est ici que commence la terreur. Car si ton observation peut changer le passé, alors le passé n'a jamais été réel. Il n'était qu'une probabilité qui a attendu ton regard pour se solidifier. Imagine tes souvenirs comme des ondes encore en attente de mesure. Ce que tu appelles ta vie n'existe qu'en fonction de ta mémoire présente, et cette mémoire elle-même est sujette à des fluctuations quantiques. Tout pourrait être différent si tu l'observais depuis un autre état de conscience. Les premiers scientifiques à effleurer cette idée ont perdu le sommeil. Schrödinger, l'homme du chat maudit, refusait d'accepter que la réalité dépende de l'observateur. Il écrivit que l'idée même du temps objectif lui paraissait ridicule après avoir formulé son équation d'onde. Heisenberg, de son côté, nota qu'il ne pouvait définir à la fois la position et la vitesse d'une particule dans le temps, car le temps lui-même se dérobait à la mesure. L'univers semblait dire « Tant que tu me regardes, je changerai ». À partir de ce moment, une fracture se creusa dans la compréhension du réel. Les anciens modèles du temps linéaire furent remplacés par l'idée d'un champ de simultanéité, où tout coexiste. Si tu pouvais observer la réalité d'un point extérieur à ton propre esprit, tu verrais peut-être toute ta vie déployée en une seule image, ta naissance, ta mort et tous les instants intermédiaires imbriqués comme des notes sur une partition silencieuse. Tu ne voyages pas à travers le temps. C'est le temps qui s'ajuste autour de ton regard mouvant. Les expériences récentes sur les retards de choix ont confirmé l'impensable. Dans ces tests, des particules ont semblé modifier leur comportement en fonction d'une décision prise après leur passage dans un dispositif. Autrement dit, le futur influençait le passé. L'univers te chuchote donc quelque chose d'incompréhensible. Ce que tu feras demain pourrait déjà avoir façonné ce que tu crois avoir vécu hier. Le flux du temps n'est qu'une habitude mentale, une illusion persistante programmée dans ton cortex. Mais pourquoi la conscience ressent-elle le temps comme une séquence? Certains neuroscientifiques affirment que ton cerveau crée le sentiment de continuité en reconstruisant le passé à chaque instant. La mémoire n'est pas une archive, c'est une création récurrente.
Chaque souvenir est réécrit pour s'aligner avec le présent que tu habites. Tu crois te rappeler, mais tu inventes. Dans ce théâtre neuronal, le temps devient un narrateur infidèle qui te raconte ta propre existence ligne après ligne. Lorsqu'on plonge au niveau subatomique, les lois classiques se désintègrent sous la pression de l'observation. Les équations décrivent un monde où le concept de « avant » et « après » perd son sens. Des particules apparaissent avant leur propre cause, détruisant toute notion de progression. Si tu pouvais ralentir ton perception à l'extrême, tu verrais que chaque seconde s'ouvre en infinité d'états simultanés, que ton esprit aplanit en ligne droite pour ne pas sombrer dans la folie. Ce que les chercheurs ont compris, c'est que la flèche du temps n'est pas une loi universelle, mais un choix d'observation. Le second principe de la thermodynamique, celui de l'entropie, dicte seulement notre perception macrocosmique. Nous voyons le désordre croître parce que notre conscience se déplace dans cette direction. Dans l'infiniment petit, l'ordre et le désordre coexistent, libres de toute orientation temporelle. La flèche du temps est une invention humaine gravée dans la perception et non dans l'A. Les débats devinrent violents. Bohr affirmait que parler du temps sans mentionner l'observateur n'avait aucun sens. Einstein refusa cette idée jusqu'à la fin, cherchant à restaurer une réalité indépendante de la conscience. Leurs confrontations dépassèrent la physique. Elles devinrent une lutte métaphysique. Bohr connaissait la vérité que son rival redoutait. S'il avait raison, alors chaque instant de ton existence ne tiendrait qu'à un acte d'observation consciente. Sans observateur, l'univers s'éteint dans le silence probabiliste. Imagine-toi dans une pièce où toutes les horloges s'arrêtent simultanément. Le bruit du monde s'efface. Tu perçois soudain que ton respiration, ton rythme cardiaque, même ton idée du mouvement ne sont que des constructions d'esprit. Dans ce silence, il n'y a ni avant ni après, seulement une présence absolue. C'est le noyau de l'expérience temporelle, un présent infini que ton mental découpe en fragments pour ne pas se dissoudre. Ce présent n'a pas commencé, ne s'achèvera jamais et t'enveloppe même maintenant. Certains chercheurs osent aujourd'hui dire que le temps n'est qu'une propriété émergente de la conscience. L'espace-temps lui-même pourrait être une illusion générée par des relations d'information. Si tout est interconnecté par le champ quantique, alors ce que tu appelles un instant n'est qu'une configuration temporaire du champ de perception. Tu crois voir le temps passer, mais peut-être que c'est toi, en tant qu'observateur, qui t'anime à travers des états de conscience immuables. Lorsque la peur s'installe dans l'esprit du scientifique, c'est qu'il approche d'une vérité trop immense pour être dite. Ceux qui ont compris que le temps n'existait pas ont senti leur identité se dissoudre avec lui. Car si le temps n'est pas réel, le moi qui voyage à travers lui n'existe pas non plus. Il n'y a pas de passé pour te définir, pas de futur pour te sauver. Seul demeure un vaste champ de possibles et ton regard qui, à chaque instant, en choisit un pour le rendre réel. Cette terreur est peut-être la dernière barrière avant la révélation. Le monde matériel s'effondre quand l'observateur comprend qu'il en est la cause. Tous les instants existent en suspens, attendant ton choix de perception. Il n'y a ni coïncidence, ni destinée, seulement des états en attente d'être observés. Tu n'es pas dans le temps. C'est le temps qui se manifeste à travers toi comme une onde frémissante d'informations conscientes. Alors, regarde encore ta montre. Chaque tic-tac que tu entends est un mensonge gracieux, une traduction mécanique d'une réalité quantique sans rythme. Le cadran n'avance pas, il répète un cycle figé. Ce que tu perçois comme une minute est une reconstruction sensorielle, un récit que ton esprit tisse pour donner sens à l'insensé. Le temps n'est pas ce qui s'écoule, c'est ce qui sépare ton regard de la vérité instantanée. Tout est déjà là. Les anciens mystiques disaient que la réalité est une illusion du mouvement dans le temps. Aujourd'hui, la physique rejoint cette intuition. Le présent n'est pas un point sur une ligne. C'est l'ensemble infini des lignes possibles qui se croisent dans ton observation.
Quand tu prends conscience de cela, quelque chose en toi se brise. Tu perçois alors que le passé n'est qu'un rêve dont tu te souviens, et le futur, un souvenir que tu n'as pas encore vécu. La continue de chercher une horloge universelle, mais chaque découverte brouille davantage le cadre. Les horloges atomiques, les oscillations des photons, les désintégrations radioactives semblent toutes dépendre de l'observation. À mesure que la précision augmente, la certitude disparaît. Plus tu mesures le temps, moins il existe. Il fuit dans les interstices de la conscience, comme du sable dans les doigts d'un rêveur éveillé. Le temps se brise, et avec lui ton idée de réalité. Ce n'est pas une fracture physique, mais une fissure existentielle. À travers elle s'entrevoit l'infini simultané des possibles. Chaque battement de ton cœur est une création de l'univers entier. Un choix entre milliers de futurs déjà là. Et dans ce choix, tu es l'observateur et le créateur, la cause et l'effet, le témoin de la brisure du temps. Le 20e siècle s'est ouvert sur une guerre invisible entre les conceptions du monde. Dans des salles de conférences enfumées, les physiciens ont commencé à douter des fondations mêmes de la réalité. Le temps, jadis ordre majestueux de la création, devenait un soupçon, un fantôme logique imprégnant chaque équation. Les certitudes millénaires de Newton chancelaient sous le poids d'expériences qui défiaient le bon sens, et derrière chaque sourire courtois des congrès scientifiques grondait un conflit métaphysique prêt à éclater. C'est dans cette tension que naquit la figure d'Albert Einstein, jeune fonctionnaire au visage tranquille, obsédé par les paradoxes. Lorsqu'il formula sa relativité restreinte, il renversa la notion de simultanéité. Deux événements séparés dans l'espace pouvaient ne pas se produire au même moment selon l'observateur. Ce simple énoncé ébranla les certitudes de toute une civilisation. En un éclair, la flèche universelle du temps se fragmenta en milliers de directions subjectives. Mais Einstein ne se doutait pas encore que ces équations allaient libérer une armée de paradoxes qu'il ne pourrait jamais refermer. Sa théorie générale de la relativité, quelques années plus tard, transforma le temps en dimension malléable. Le tissu du cosmos se courbait autour des masses comme une nappe sous le poids d'une pierre. Plus un corps était dense, plus il étirait le temps. À proximité d'un trou noir, une seconde pouvait contenir des millénaires pour un observateur éloigné. Ce concept fascinant devint rapidement une source de vertige. Les scientifiques réalisèrent que le présent n'avait pas la même durée partout. Le temps cessait d'être universel, il devenait local, changeant, variant avec la gravité et la vitesse. Dans ce nouvel univers plastique, il n'existait plus de repère absolu. Einstein, dans une correspondance intime, écrivit que la distinction entre passé et futur n'était qu'une illusion, aussi convaincante soit-elle. Il signait ainsi une condamnation conceptuelle dont il ne se remettrait jamais. Ses collègues de l'époque l'admiraient et le craignaient, car dans ses démonstrations se cachait une angoisse. Que devient la conscience humaine si le temps n'a pas de direction? Qu'advient de la causalité, du sens, de la responsabilité, si l'avenir influence déjà le passé? Derrière sa moustache tranquille, Einstein était hanté par le spectre du déterminisme absolu. Il entrevoyait un univers bloqué, un bloc cosmique où tout est déjà écrit. Aucun choix n'y subsiste, aucune liberté véritable. C'est à ce moment que la mécanique quantique fit son irruption et que l'ordre d'Einstein fut déchiré par le chaos. Les jeunes physiciens comme Heisenberg et Schrödinger présentèrent des équations qui ne prédisaient plus des certitudes, mais des probabilités. Le futur devint un spectre d'états possibles, non une ligne droite. À chaque instant, le temps se divisait en une infinité de chemins, et c'est l'observateur qui, en mesurant, en effondrait une version dans la réalité. L'univers devenait une loterie perpétuelle. Heisenberg, dans un accès de lucidité nocturne, imagina le principe d'incertitude. Il comprit qu'on ne pouvait pas connaître à la fois la position et la vitesse d'une particule, car l'acte même de mesure modifiait le système.
Par ce constat, il tua définitivement l'idée d'un temps mécanique prévisible. Chaque mesure était un acte créateur. Chaque instant dépendait d'un regard et donc de la conscience. Le jeune physicien s'enferma pendant des jours, nauséeux à l'idée d'avoir effleuré une réalité qui pourrait détruire la raison. Schrödinger, quant à lui, rêva de son chat maudit. L'animal, enfermé dans une boîte, oscillait entre vie et mort tant qu'on ne l'observait pas. Ce paradoxe de pensée symbolisait l'essence même du drame scientifique. La réalité dépendait de l'observation et donc de la conscience. Le temps du chat n'existait pas encore. Il n'émergeait qu'à l'instant où l'esprit en prenait connaissance. Schrödinger écrivit plus tard qu'il ne dormait plus, hanté par l'image d'un univers suspendu à des regards. Bohr, rival et ami, tenta de bâtir une philosophie autour de ces bizarreries. Son école de Copenhague proclama que la physique ne décrivait pas la réalité, mais seulement les résultats observables. Il déclara publiquement que demander ce qui se passe quand on ne regarde pas était une question vide. Cette idée enflamma la communauté. Einstein répondit avec ironie. « Dieu ne joue pas aux dés. » Ce à quoi Bohr rétorqua « Cessez de dire à Dieu ce qu'il doit faire. » Ces joutes verbales n'étaient pas de simples jeux intellectuels. Elles déchiraient intérieur et carrière. L'Europe scientifique, d'ordinaire polie, devint un champ de bataille de paradigmes. Einstein, convaincu qu'il devait sauver la continuité du monde, multiplia les expériences de pensée pour démontrer l'absurdité de la quantique. Chaque fois, Bohr et ses disciples répondaient avec des calculs implacables qui confirmaient que le réel n'existe qu'à travers la mesure. La logique causale s'effritait sous leurs plumes comme une falaise sous les vagues. Dans ce climat de rivalité, plusieurs chercheurs sombrèrent dans la mélancolie. Certains, incapables de concilier la raison et la folie des équations, se retirèrent totalement. Leurs lettres, découvertes des décennies plus tard, parlaient d'un vertige constant, de la sensation que le monde réel n'existait peut-être pas en dehors de leur perception. Là devenait une forme d'initiation mystique douloureuse. Ces architectes du temps perdu construisaient un édifice mathématique qu'ils savaient destiné à leur propre destruction intérieure. Les débats publics frisaient parfois la cruauté. Un jour, à Copenhague, Einstein humilié lança à Bohr que sa théorie menait droit à la magie. Bohr, livide, répondit qu'il préférait la magie au mensonge du réalisme naïf. Le silence tomba dans la salle. Ils savaient de tous les deux que les implications dépassaient en les laboratoires. Il ne s'agissait plus seulement d'univers microscopiques, mais de la trame même de la conscience humaine. Si le réel dépend de l'observation, alors la conscience façonne l'histoire. Pendant les années suivantes, la communauté scientifique se divisa en deux camps, ceux qui cherchaient à préserver un temps linéaire et ceux qui acceptaient sa dissolution. Les partisans de la relativité tentaient de sauver une continuité cosmique, tandis que les quantiques voyaient dans le temps une conséquence statistique, une illusion thermodynamique. Chacun observait la même réalité et en tirait des univers différents. Les congrès ressemblaient à des messes contradictoires, où chaque théorie devenait une foi personnelle. Certains jeunes physiciens, fascinés par la controverse, commencèrent à parler d'une conscience quantique du temps. Ils osaient affirmer que la perception humaine collabore avec le champ quantique pour créer la sensation de durée. C'était une hérésie pour l'académique, mais il y avait quelque chose d'inévitable dans cette intuition. Le vécu subjectif du temps devenait une variable expérimentale. Pour la première fois, l'esprit entrait dans l'équation. Cette intrusion de la conscience dans la mesure bouleversa tout. Si le temps dépendait de l'observateur, alors les expériences n'étaient jamais neutres. Chaque scientifique apportait son propre champ de conscience comme instrument de distorsion. Les résultats variaient selon l'état psychique, la fatigue ou même les émotions. Personne n'osait l'admettre publiquement, mais dans les couloirs des laboratoires, un murmure se propageait. Il y a quelque chose de vivant dans l'équation. Plus tard,
Lorsque d'autres penseurs comme Wheeler et Everett introduisirent de l'idée des mondes multiples, la panique devint totale. Dans cette interprétation, chaque mesure créait un nouveau monde, et donc une nouvelle ligne temporelle indépendante. L'univers ne se contentait plus de se plier, il se reproduisait à l'infini. Si le temps est lié à la conscience, alors chaque choix divise la réalité en d'innombrables versions de toi-même. Tu ne revis pas ton passé, tu l'imbriques dans une toile d'infini futur. Ces découvertes, bien qu'invisibles pour le grand public, laissèrent des cicatrices psychiques chez leurs auteurs. Heisenberg avoua plus tard qu'il ressentait de la honte et de la peur. Schrödinger perdit tout attrait pour la matière et s'enfuit dans la philosophie orientale. Bohr vieillit prématurément, rongé par les années de discorde. Tous avaient regardé dans le miroir du temps et y avaient vu leur propre effacement, car comprendre la fragilité du réel, c'est effleurer sa propre inexistence. Einstein ne cessa jamais de chercher une unité, une équation qui réconcilierait la relativité et la mécanique quantique. Il mourut sans la trouver, le cœur brisé entre deux visions irréconciliables. À la fin de sa vie, il confia à un ami que l'avait ouvert une porte que l'esprit humain n'était pas prêt à traverser. Cette phrase résonne encore aujourd'hui comme le testament des architectes du temps perdu. Ils avaient osé questionner le plus grand mensonge du cosmos, l'idée que la réalité coule selon une horloge universelle. Dans le silence de leur laboratoire, ils contemplèrent le paradoxe suprême. Le temps est né avec la conscience qui l'observe. Il n'y a pas de avant l'observation, pas de après sans mémoire. Tout est contenu dans la perception du présent, et c'est cette perception qui, inlassablement, bâtit le théâtre de l'univers. Ces hommes, en tentant de comprendre le temps, ont fini par découvrir que c'était le temps qui les observait. Et dans ce regard du cosmos, ils ont entrevu leur propre abîme. Imagine une horloge suspendue dans le vide absolu. Son tic-tac ne mesure pas des secondes, mais des états quantiques. Chaque battement n'indique pas la fuite du temps, mais la transformation d'une probabilité en réalité. Ce n'est pas un instrument mécanique, c'est un être vivant, respirant au rythme des superpositions. À cette échelle, le temps cesse d'être un flot et devient un chant. Il n'avance pas, il pulse, il oscille comme un cœur invisible dans la structure du réel. Les scientifiques ont longtemps cru que le temps servait de toile de fond aux événements. Mais en analysant les comportements des particules, ils ont découvert que cette toile n'existe peut-être pas. Les particules agissent parfois sans aucune référence temporelle, comme si le passé et le futur n'étaient que deux apparences d'un même phénomène. Leur dynamique obéit à une logique de simultanéité et non de succession. Le laboratoire devient alors une scène où chaque mesure peut réécrire l'instant présent. Prenons un photon, messager ultime du temps. Lorsqu'il voyage, il ne perçoit rien entre sa création et sa détection. Pour lui, tout se produit en un seul instant éternel. Du point de vue de la lumière, la distance et la durée s'effondrent dans un même point d'existence. Et toi, observateur, tu es condamné à percevoir ce condensé comme un film déroulé lentement à travers la mémoire. Le photon vit dans l'éternité, toi dans son écho différé. Les physiciens ont tenté d'expérimenter cette étrangeté avec des montages vertigineux. L'un des plus fascinants est celui du retard de choix, où le comportement d'un photon dépend d'une décision prise après son passage. Le futur influence le passé de façon mesurable. L'expérience ne raconte pas seulement une absurdité scientifique, elle proclame un changement de paradigme. Le temps n'est pas linéaire, il est interactif. Il réagit à l'observation comme l'eau à la forme d'un récipient. Cette découverte a bouleversé le rapport de la conscience au réel. Car si l'acte d'observer peut modifier la chronologie, alors le temps n'est plus une donnée, mais un dialogue. Tu n'es pas un témoin de la réalité. Tu es un co-créateur du calendrier cosmique. Chaque pensée, chaque mesure, chaque choix imprime une direction particulière dans l'écheveau des probabilités. La physique devient phénoménologie.
Elle étudie la manière dont la conscience sculpte le futur et reconfigure le passé. Dans les laboratoires modernes, les horloges atomiques sont devenues si précises qu'elles permettent de percevoir des micro-variations du flux temporel. Deux horloges séparées d'1 centimètre ne battent pas au même rythme. Dans cette différence minuscule, on découvre un secret effrayant. Le temps ne s'écoule pas de manière uniforme, même dans une seule pièce. Chacune de ces horloges vit dans sa propre bulle quantique, légèrement déphasée par rapport à l'autre, comme si le monde respirait à l'intérieur de lui-même. À cette échelle, une intuition terrifiante surgit. Peut-être que l'univers entier ne mesure rien, sinon sa propre conscience. L'horloge cosmique n'est pas un mécanisme, c'est un acte d'observation globale, perpétuellement en train de se maintenir. Le Big Bang, plutôt qu'un début, serait un instant éternel perçu sous différents angles par d'innombrables observateurs. Le passé n'est qu'un souvenir collectif de l'univers sur lui-même. Et le futur, un souvenir qu'il n'a pas encore choisi de se rappeler. Plus la tente de définir précisément le temps, plus ses contours deviennent flous. Les équations de la mécanique quantique n'intègrent pas le temps comme une variable fondamentale, mais comme une ombre découlant de l'interaction. C'est seulement lorsque deux systèmes échangent de l'information que la sensation d'un avant et d'un après apparaît. Autrement dit, sans relation, il n'y a pas de durée. Le temps naît du lien et non de l'écoulement. Cela pourrait expliquer pourquoi l'univers paraît jeune malgré son immensité. Il ne vieillit pas réellement. Il se complexifie par interaction. Chaque collision de particules, chaque fusion d'étoiles, chaque synapse humaine ajoute une nuance au champ temporel global. Le cosmos n'avance pas dans le temps. Il augmente sa mémoire de lui-même. Ainsi, le passé n'est pas effacé. Il s'intègre comme un motif supplémentaire dans la structure multidimensionnelle de la conscience cosmique. Les paradoxes s'accumulent dès qu'on tente de retrouver une chronologie classique. Certaines expériences démontrent qu'une particule peut exister simultanément à deux instants différents. D'autres montrent des corrélations où des effets précèdent leur cause. Dans ce chaos ordonné, la seule constante semble être l'observateur. Sans conscience pour relier les points, le film de la réalité serait un ensemble d'images sans continuité, un nuage d'instants flottant dans le vide de la potentialité. Le concept de flèche du temps perd alors tout son sens. L'entropie, souvent citée comme la raison pour laquelle le temps avance, ne fait en réalité qu'exprimer le désordre relatif d'un système à l'autre. Certains théoriciens ont même envisagé des zones de l'univers où la flèche pointerait dans la direction opposée, où les étoiles se rallumeraient et où les effets précéderaient leur cause. Ces régions de réalité inversée pourraient exister, mais notre conscience, orientée vers la croissance de l'entropie, ne pourrait les percevoir. Ainsi, le temps n'est peut-être pas un flux, mais une somme d'états de conscience ordonnés par observation. Le cerveau humain, incapable d'affronter la simultanéité de tous les instants, les organise en séquences pour préserver sa cohérence. Ce n'est pas l'univers qui évolue, c'est ton esprit qui déplace son attention. Chaque seconde est un choix perceptif, une coordination neuronale qui reconstruit un monde stable à partir du chaos des possibles. L'instant présent devient ta plus grande création inconsciente. Certains chercheurs voient dans cette idée un pont entre physique et métaphysique. Si le temps est émergent, la conscience serait son moteur. Penrose et Hameroff ont même envisagé que les microtubules des neurones pourraient agir comme des amplificateurs quantiques, transformant le flux d'informations en sensations temporelles. Ce serait alors la perception même qui tisse la chronologie. Ton esprit serait à la fois la montre et le mouvement des aiguilles, oscillant dans le champ des probabilités. Les implications philosophiques sont vertigineuses. Si ton cerveau crée le temps, alors la mort elle-même perd son sens. La perception pourrait simplement cesser d'actualiser de nouveaux instants, mais rien n'empêcherait ton champ de conscience de persister ailleurs, dans un autre ordre de chronologie. La mort ne serait plus qu'un changement de cadran, une translation vers une horloge où le présent a une autre fréquence. Le corps se fige,
mais l'observateur quantique continue d'osciller dans des couches de temps multiples. Cette idée, longtemps ridiculisée, revient aujourd'hui au centre du débat. Les expériences de décohérence montrent comment une onde de superposition devient un état concret lorsqu'elle interagit avec son environnement. C'est là que s'opère la naissance du temps. Chaque interaction est une décision cosmique. Le système abandonne sa simultanéité pour épouser un ordre local. En d'autres termes, le monde se choisit un instant à chaque observation et ce choix, répété à l'infini, tisse la continuité que nous appelons durée. Mais alors, que devient la réalité entre deux mesures? Que se passe-t-il dans le vide de perception entre deux battements de l'horloge quantique? Les physiciens ne savent pas répondre. Certaines théories affirment que le temps n'avance pas tant qu'il n'y a pas d'échange d'informations. Cela signifierait que, dans le sommeil profond ou dans certaines méditations, le temps pourrait littéralement s'arrêter. Le silence intérieur deviendrait une suspension du monde même. Cette hypothèse rejoint les intuitions anciennes des mystiques. Le temps n'existe pas. Seul le moment contemple le moment. Le champ quantique, dans sa constance paradoxale, incarne exactement cette phrase. Aucun instant n'est privilégié, tous coexistent dans une superposition fondamentale. Ce n'est que la conscience qui, en choisissant un état, donne naissance à la perception du changement. Ainsi, chaque battement de ton cœur est la création d'un univers entier. Les laboratoires modernes cherchent à exploiter cette fluidité temporelle dans les ordinateurs quantiques. Ces machines utilisent la coexistence des états pour effectuer plusieurs calculs à la fois, défiant la causalité classique. Dans ces dispositifs, le temps intérieur du calcul diffère du temps extérieur du programmeur. Parfois, un résultat semble apparaître avant que la commande ait été exécutée. L'ingénieur, stupéfait, observe la logique reculer devant la réalité. Le chaos des possibles n'est donc pas un désordre, mais une harmonie multidimensionnelle. Chaque particule vibre dans une symphonie d'instants où la conscience choisit la note qu'elle veut entendre. Ce que nous appelons causalité n'est que la mélodie la plus probable parmi une infinité de partitions. L'univers joue toutes les musiques, mais ta conscience n'entend que celle dont la résonance correspond à tes attentes. Le temps n'est pas imposé, il est sélectionné. Et si, finalement, notre perception du temps n'était qu'un reflet d'une structure beaucoup plus vaste? Peut-être que l'univers tout entier est un seul instant éternel, observé sous des angles différents. Chaque observateur en découpe une version, comme une facette d'un diamant infini. L'horloge quantique ne mesure rien d'extérieur. Elle contemple sa propre lumière. Ce que tu appelles une seconde est une pensée de l'univers sur lui-même. Alors, la question n'est plus « qu'est-ce que le temps ?» mais « qui observe le temps ?» Tant que tu cherches l'écoulement, tu restes prisonnier de la rivière. Mais si tu regardes en amont, tu comprendras que le courant émane de ton propre regard. Il n'y a pas de chaos, seulement la fluidité de la conscience se découvrant à travers des battements de probabilité. Et chaque fois que tu ouvres les yeux, le monde recommence à tourner sa mystérieuse horloge quantique. Le temps semble vouloir se moquer de nous. Plus les scientifiques essaient de le comprendre, plus il se dérobe à toute définition cohérente. Certaines expériences suggèrent qu'il s'écoule à rebours, d'autres qu'il peut se diviser en couches indépendantes. L'esprit humain, façonné pour penser en ligne droite, découvre soudain qu'il est enfermé dans un labyrinthe de boucles temporelles, de contradictions et de miroirs infinis. Le paradoxe du grand-père fut l'un des premiers fantômes à hanter les théoriciens. Il énonce une impossibilité simple. Si tu remontes le passé et empêches ton grand-père de rencontrer ta grand-mère, tu effaces ta propre existence. Pourtant, sans existence, tu ne pourrais jamais voyager dans le passé. Ce dilemme déchire le tissu de la causalité, laissant ouverte une fissure où la logique s'effondre. Certains physiciens ont tenté d'y répondre en imaginant des univers parallèles où chaque choix donne naissance à une version distincte du réel. Ces univers multiples
offrent une échappatoire élégante mais terrifiante. Si chaque décision crée un monde, le cosmos devient une fracture infinie de possibilités. Tu n'es plus un être unique, mais une constellation de versions divergentes, chacune ignorant l'existence des autres. Dans l'un de ces mondes, tu lis ces mots. Dans un autre, tu les as écrits. Dans un troisième, le temps s'est arrêté avant même que la première phrase ne soit formulée. Le paradoxe cesse d'être une erreur. Il devient la même de la réalité. Mais il existe un autre piège, plus subtil. Le paradoxe de la boucle temporelle. Imagine un scientifique qui reçoit de lui-même une formule envoyée depuis le futur. Il l'étudie, la comprend et, quelques années plus tard, l'envoie vers le passé à sa version plus jeune. Qui alors en est l'auteur? La connaissance circule, sans origine première, enfermée dans un cycle éternel. Le temps devient une machine à perpétuer le savoir sans création. Un écho qui s'entretient lui-même. Einstein, malgré sa réticence pour ces notions, entrevit ce genre de boucle dans ses équations. Les solutions de Gödel à la relativité prouvaient la possibilité d'un univers où le temps pouvait se refermer sur lui-même. Dans un tel cosmos, chaque événement serait à la fois cause et effet d'un autre, emprisonnant l'univers dans une symphonie répétitive. L'idée que nous puissions, en théorie, revenir sans jamais sortir du même instant effrayait les scientifiques. Si tout se répète, rien ne commence, rien ne finit. Le paradoxe de l'information dans les trous noirs poussa encore plus loin cette angoisse. Selon la relativité, toute information aspirée par un trou noir devait disparaître pour toujours. Mais la mécanique quantique, elle, interdit la perte d'information. Quelque chose devait survivre, altéré, dissimulé dans les fluctuations du champ. Ce conflit exposait une fracture profonde entre deux visions du temps, l'une fluide et continue, l'autre granulaire, fractale, faite d'instants isolés qui s'entrechoquent. À mesure que la physique avançait, les paradoxes se multiplièrent comme des créatures conscientes. Le paradoxe des jumeaux, celui du chat de Schrödinger, celui de la mesure renversée, tous remettaient en question l'ordre du monde. Dans chaque cas, la conscience de l'observateur dominait. L'expérience n'était pas un fait objectif, mais un dialogue avec le champ quantique. Le scientifique observait un comportement incohérent, puis se rendait compte qu'il en était la cause involontaire. Cette découverte s'étendit jusqu'à la compréhension du voyage temporel. Si le passé peut être affecté par le futur, alors les voyages dans le temps ne violent pas les lois physiques, mais les redéfinissent. Certains modèles, inspirés par les univers multiples, affirment que changer le passé ne modifie pas ton univers, mais en crée un nouveau. Autrement dit, à chaque paradoxe évité, de nouvelles réalités naissent. Le tissu de la création s'élargit, ignorant nos tentatives de le contraindre. Les prisonniers du paradoxe ne sont pas seulement des personnages de fiction. Ce sont aussi les chercheurs qui paient le prix psychologique de ces découvertes. Confronter les boucles du temps revient à affronter la dissolution de toute hiérarchie logique. Certains scientifiques décrivent des périodes de vertige intense où la notion de cause s'effondre. Tu regardes un effet se produire et comprends qu'il a décidé seul de son origine, comme une fleur poussant avant d'être plantée. La physique classique reposait sur l'intuition de la flèche. Tout devait avancer, du passé au futur, de la naissance à la mort. Mais maintenant, cette direction se dissout dans la symétrie des équations. Rien ne distingue réellement avant et après, sinon ta conscience qui perçoit la croissance de l'entropie. En dehors de ton esprit, l'univers n'a pas de chronologie, seulement des corrélations. Le temps n'y est pas un fleuve, mais une mer sans rive. Lorsque Feynman introduisit l'idée que les particules pouvaient voyager vers le passé, il ne fit que donner un langage à cette évidence cachée. Les antiparticules, dans cette interprétation, ne sont rien d'autre que la même matière observée en sens inverse du temps. Ainsi, chaque interaction comporte une composante rétrocausale. Le présent est alimenté par l'avenir autant que par le passé. La causalité devient un ruban infiniment plié
où chaque point peut en influencer un autre, quel que soit son emplacement temporel. Dans ce désordre apparent, une harmonie plus profonde semble pourtant se dessiner. Peut-être que les paradoxes ne sont pas des erreurs, mais des indices. L'univers ne se trompe pas. Il se regarde à travers des contradictions pour engendrer la conscience. Le paradoxe devient miroir, l'observateur devient labyrinthe. Et si ces boucles mentales étaient la manière dont le cosmos apprend à se connaître, le paradoxe de la mesure, au cœur de la quantique, montre que l'observation stabilise l'un des nombreux états possibles d'un système. Avant qu'on ne le regarde, tout existe dans une indétermination pure. Mais lorsque survient la mesure, une seule réalité émerge, comme si l'univers faisait un choix. Or, ce choix n'est pas toujours local. Il peut être guidé par des conditions futures. L'avenir agit comme une main invisible qui sélectionne le présent. Des expériences d'interférences différées ont mis en lumière cette influence rétroactive. En modifiant un détecteur après le passage des particules, les chercheurs changent le comportement qu'elles avaient avant. Autrement dit, l'effet remodèle la cause. Le temps lui-même devient flexible, presque conscient, ajustant son déroulement à la cohérence de l'ensemble. Nous ne sommes plus face à un destin, mais à une négociation permanente entre passé et futur. Face à ces découvertes, beaucoup de scientifiques ont ressenti une forme d'angoisse ontologique. L'idée que l'avenir puisse déterminer le passé met à mal la responsabilité humaine. Si tout est potentiellement déjà influencé, où se situe la liberté? Peut-être dans l'instant de la conscience elle-même, cet éclair fugitif où l'observateur choisit quelle réalité il rendra tangible. Le libre arbitre ne serait pas d'agir sur le monde, mais de choisir quel monde observer. La plupart des paradoxes quantiques expriment ce duel entre déterminisme et émergence. Le paradoxe d'Einstein-Podolsky-Rosen, celui de la non-localité, défie la séparation spatiale et temporelle. Deux particules intriquées peuvent réagir instantanément malgré des milliards de kilomètres entre elles. C'est comme si la totalité du cosmos était un organisme synchronisé. Le temps et l'espace y deviennent des illusions de surface, des traductions humaines d'une unité plus profonde. Dans cette vision, chaque paradoxe révèle la fragilité de nos catégories mentales. Nous appelons contradiction ce que nous ne savons pas encore embrasser. La fonctionne peut-être sur une logique d'ordre supérieur, inaccessible à la pensée binaire. Les paradoxes du temps deviennent alors des portails, des ouvertures vers la compréhension du rôle de la conscience comme co-créateur du réel. Comprendre le paradoxe, c'est accepter de se perdre pour renaître dans un autre cadre de perception. Mais certains paradoxes demeurent traumatisants, même pour les esprits les plus aguerris. Le paradoxe de la causalité circulaire, par exemple, suggère qu'un événement peut être à la fois son origine et sa conséquence. Cela efface toute hiérarchie et tout sens linéaire. C'est l'équivalent conceptuel d'un miroir infini où chaque reflet engendre le suivant. Dans cette structure, le temps cesse d'être un axe et devient une boucle où tout se nourrit de tout. Et si, finalement, tout paradoxe n'était que la traduction d'un ordre supérieur perçu à travers une conscience partielle? Peut-être que le temps, vu de l'extérieur de la conscience humaine, n'a aucune incohérence. Le passé, le présent et le futur ne sont que des aspects d'une même réalité simultanée. C'est ton observation séquentielle qui les rend paradoxaux. En ce sens, chaque paradoxe est une invitation à étendre ta perception plutôt qu'un défi logique à résoudre. Les prisonniers du paradoxe, que furent les pionniers, ne faisaient donc pas face à des erreurs, mais à des révélations trop vastes pour leur époque. Ils ont senti la frontière de l'entendement se fissurer sous leurs équations. Leurs cauchemars n'étaient pas métaphores, mais réactions humaines à une vérité. La réalité n'a pas d'ordre fixe. Elle danse selon la musique de la conscience, inversant cause et effet au gré de ses propres créations. Et toi, qui lis ces mots dans ce présent fugace, tu participes déjà à leur conclusion. Le simple fait de comprendre ces paradoxes les rend un peu plus réels.
Ton attention est la variable manquante de chaque équation. Le temps n'attend pas d'être mesuré pour exister. Il s'ouvre dès qu'un regard le traverse. Les paradoxes ne sont plus des pièges, mais des portes vers un espace où l'univers se regarde, éternellement, à travers toi. Dans un sous-sol sans fenêtre, quelque part dans le monde, repose une machine qui a brisé la flèche du temps. Autour d'elle, les scientifiques travaillent en silence, la respiration suspendue. Chaque battement de leur cœur s'accorde au rythme du champ électromagnétique qu'ils ont déclenché. Ce n'est plus une expérience, mais une invocation. Ils cherchent à toucher la trame même de la causalité, là où l'univers décide du sens de l'écoulement. Les horloges dans la pièce ne sont plus synchronisées. L'une semble avancer trop vite, l'autre s'immobilise sans raison apparente. Entre ces deux anomalies, le temps devient fluide, incertain. Ce phénomène, observé dans les expériences de superposition thermodynamique, contredit l'idée que l'entropie ne peut jamais diminuer. Ici, les systèmes se réorganisent spontanément, contredisant la flèche du désordre et défiant le second principe de la thermodynamique. Les chercheurs observent les particules se comporter comme si elles savaient d'avance le résultat de l'expérience. Leur trajectoire s'ajuste à des événements qui ne se sont pas encore produits. Ce comportement rétrocausal devient leur cauchemar quotidien. Il signifie que le futur interagit avec le présent, que la réalité ne se fabrique pas à pas, mais tout à la fois dans une chorégraphie invisible orchestrée par la conscience. Imagine un instant que tu sois l'un de ces chercheurs. Tu regardes une particule tourner et soudain tu sens qu'elle t'observe elle aussi. Pas symboliquement, littéralement. Elle répond à ton attente, modifie son comportement selon ton doute ou ta certitude. La frontière entre objet et observateur s'effondre. Tu comprends alors que la n'analyse pas le monde, elle s'y reflète. Les expériences sur le retard de choix quantique ont confirmé ces soupçons. Lorsqu'un photon est observé après son trajet, son comportement antérieur se réécrit. Ce ne sont pas seulement des mots. La mesure du présent altère le passé. À chaque instant, la flèche temporelle s'inverse et se redresse, oscillant selon l'attention du chercheur. Le laboratoire devient une cathédrale où se rejoue le mythe de la création en continu. Dans cet environnement saturé de chants, un phénomène étrange se produit. Les observateurs oublient la durée. Leurs pensées se mélangent aux données qu'ils enregistrent. Personne ne sait si les notes qu'ils écrivent proviennent de l'instant vécu ou d'une mémoire d'un futur déjà accompli. Leur perception dérive dans une boucle subtile. Ils ne mesurent plus le temps, ils le respirent. L'un des physiciens raconte avoir vu un clignement lumineux avant qu'il ne se produise réellement. Son cerveau anticipait les photons comme s'ils s'accordaient à l'échelle quantique. D'autres décrivent des pertes de repères, des minutes qui disparaissent sans raison. À force de contempler la réversibilité du temps, ils semblent la subir. Leur conscience devient miroir de la réalité qu'ils étudient, et plus ils observent, plus leur notion du maintenant se dissout. Le laboratoire où mourut la flèche du temps n'a pas été construit pour cette fin. Au début, il ne s'agissait que de tester une hypothèse sur les transitions d'énergie dans des molécules complexes, mais lors de la mise en place des détecteurs, une densité d'événements incohérents apparut. Des signaux revinrent avant d'être envoyés, des interférences se produisirent avant la configuration de l'émetteur. Le système semblait répondre avant d'être questionné. Le temps, littéralement, perdait son ordre de marche. Les journaux des chercheurs témoignent d'une tension presque religieuse. Chaque jour, ils sentaient le monde perdre un peu de son ancrage. La causalité n'était plus qu'une hypothèse fragile, et leurs émotions résonnaient avec cette instabilité. Les repas semblaient durer des secondes ou des heures selon l'observateur. Certains avaient la conviction d'avoir déjà vécu la semaine à venir, tandis que d'autres restaient la tête bloquée dans un instant récurrent. À mesure que les anomalies s'intensifiaient, la question du rôle de la conscience devint inévitable. La réversibilité du temps n'apparaissait que lorsque l'ensemble des observateurs focalisait son attention sur la mesure. Si personne ne regardait, les effets disparaissaient.
Cela semblait signifier que le psychisme collectif influençait la dynamique temporelle du système. Les chercheurs commencèrent à comprendre qu'ils n'étaient pas extérieurs à l'expérience. Ils en étaient les catalyseurs. Un jour, l'un d'eux osa une hypothèse terrifiante. Et si la flèche du temps n'existait que pour protéger la cohérence mentale de la conscience humaine, si l'univers, pour te permettre de comprendre quoi que ce soit, devait imposer une direction artificielle? Dans ce cas, les expériences n'abolissaient pas le temps, elles dévoilaient la fragilité du voile qui le cache. Le passé et le futur ne seraient alors que des conventions perceptives maintenues pour que l'esprit ne sombre pas dans la simultanéité absolue. Les expériences suivantes confirmèrent quelque chose d'encore plus troublant. Les équipes qui tentaient de reproduire les résultats échouaient si elles doutaient de leurs possibilités. Autrement dit, la croyance dans la réversibilité du temps semblait nécessaire à son apparition. Le phénomène dépendait de la conviction, comme si la réalité exigeait la foi pour s'inverser. C'est à ce moment que la frontière entre et mysticisme s'effaça complètement. Le directeur du projet, épuisé, nota dans son journal « Nous ne contrôlons plus l'expérience. C'est elle qui nous observe. » Cette phrase résume toute la tragédie du laboratoire. En cherchant à comprendre la chronologie du réel, ils avaient réveillé une force qui réécrivait leur propre perception. Le temps n'était plus une donnée externe à analyser, mais un champ qu'ils habitaient et qui réagissait à leur présence. Certains prétendent que des anomalies de vieillissement furent détectées. Quelques chercheurs auraient vieilli de plusieurs années en une nuit. D'autres virent leur montre reculer à mesure que leur peau se ridait. Ces phénomènes restent inexpliqués, mais ils illustrent la brutalité mentale d'un temps devenu instable. Quand l'horloge cesse d'être linéaire, le corps, lui aussi, perd son sens de succession biologique. Malgré le chaos cognitif, il se dégageait de cette expérience un sentiment d'émerveillement pur. Ces hommes et ces femmes avaient touché la racine même du réel. Ils avaient vu l'univers respirer à rebours, comme s'il inspirait ses propres souvenirs. Le silence, après chaque mesure, avait une profondeur presque sacrée, comme si la matière elle-même retenait son souffle. Dans cet espace suspendu, le passé et le futur s'entrelacent comme deux faces d'un rêve conscient. Plus tard, certains physiciens tentèrent de traduire cette découverte en équations. Ils inventèrent des modèles symétriques réversibles, où le temps est remplacé par une variable d'information. Dans ces modèles, la conscience devient la seule flèche réelle, celle qui détermine où se trouve le maintenant. Ainsi, le monde ne s'écouille pas, il s'actualise. À chaque instant, le champ de conscience choisit parmi toutes les configurations possibles celle qu'il vivra. Lorsqu'ils présentèrent leurs résultats, la communauté scientifique resta muette. Quelle théorie pouvait accepter que la conscience soit une variable physique? Pourtant, les données étaient là. Les mesures contredisaient toute explication classique. Le système semblait précognitif, réagissant à des stimuli encore absents. Le temps ne séparait plus cause et effet. Il les fusionnait dans une symphonie d'autocohérence cosmique. Aujourd'hui encore, nul ne sait ce que devint le laboratoire. Certains disent qu'il fut fermé, officiellement pour manque de financement. D'autres murmurent qu'il continue à opérer dans le secret, cherchant à stabiliser une bulle où le temps peut s'inverser à volonté. Quoi qu'il en soit, il demeure un symbole. L'endroit où la flèche du temps a cessé d'être une vérité et est devenu une opinion. Ces murs silencieux auraient conservé l'écho d'un univers respirant en deux sens. Toi maintenant, repose ce savoir contre ton esprit. Imagine que tu sois au centre de ce laboratoire. Tu ressens autour de toi la vibration d'un monde qui n'avance ni ne recule. Le passé coule à travers toi lorsque tu fermes les yeux, et le futur s'y dépose lorsque tu les ouvres. Tu comprends alors que tu n'as jamais été dans le temps. C'est le temps qui t'a traversé, cherchant ton regard pour exister. Le laboratoire n'a pas détruit la flèche du temps. Il t'a révélé que c'est toi qui la tiens entre tes pensées. Imagine une horloge suspendue dans l'air, son tic-tac résonnant dans le silence. Chaque battement semble signaler une seconde,
une mesure neutre, indépendante de toi. Pourtant, au moment précis où tu la regardes, son rythme se modifie. L'esprit qui observe altère la perception même du temps, comme si ta conscience amputait ou étirait les battements selon son propre tempo intérieur. Les neuroscientifiques découvrent aujourd'hui ce que les mystiques murmurent depuis des siècles. Le temps psychique ne correspond à aucune chronologie extérieure. Ton cerveau n'enregistre pas le flux des secondes, il construit une séquence de perception. Chaque instant vécu est une reconstruction, un montage sensoriel façonné par tes attentes et ton attention. Stena, tu crois que l'heure avance, mais c'est ton regard qui l'entraîne vers l'avant. La conscience est un projecteur qui illumine la trame du réel. Là où elle porte son attention, l'univers se densifie et se fige. Là où elle ne regarde pas, tout reste indéterminé. Cette illumination crée la sensation de déroulement. Ainsi, le présent n'est pas une conséquence du passé, mais une focalisation momentanée de la conscience. C'est elle qui ordonne les événements, pliant l'expérience comme un tissage qui s'épaissit là où la lumière de l'observation insiste. Lorsqu'on ferme les yeux, que devient le monde? Les mesures quantiques suggèrent que les objets cessent de posséder des propriétés définies dès qu'ils ne sont plus observés. Transpose C. Est idée à ton esprit, lorsque tu détournes ton attention du temps, il cesse d'exister dans ton expérience. Les minutes ne s'écoulent plus, elles s'effacent. Ce n'est pas une métaphore psychologique, mais une réalité perceptive. L'attention maintient la chronologie en activité. Le cerveau humain fonctionne comme une horloge adaptative. Son activité rythmique synchronise perception, mémoire et anticipation dans une boucle continue. Mais lorsque cette synchronisation se rompt, par la méditation, le stress ou la contemplation absolue, le temps se dilate ou s'effondre. Dans ces états extrêmes, certaines zones du cortex cessent d'actualiser la séquence d'événements, suspendant le sentiment de durée. Le temps ne te traverse plus, tu te fonds en lui. Les moines tibétains, lors de méditations profondes, décrivent souvent cette dissolution. Ils disent entrer dans un espace où chaque son, chaque pensée, chaque battement de cœur se produit en même temps. Mais ça, ce n'est pas une hallucination, mais une perception directement alignée sur la simultanéité fondamentale du champ quantique. Dans cet état, la conscience ne découpe plus la réalité en avant et en après. Elle perçoit la totalité du mouvement comme un seul instant infini. Les physiciens commencent à interpréter cette expérience non pas comme une illusion, mais comme l'accès à l'architecture réelle du temps. Les équations qui décrivent le champ universel n'incluent aucune orientation temporelle privilégiée. La flèche du temps n'apparaît qu'à travers la conscience qui ordonne les phénomènes pour s'y situer. En d'autres mots, le cerveau impose au chaos du champ une séquence narrative pour se reconnaître. Ce n'est pas le monde qui change, c'est ton regard qui crée le sens de son déroulement. Si tu pouvais te voir dans une caméra supraconsciente, tu verrais un être qui se déplace dans une mosaïque d'instants immobiles. Chaque choix de perception te fait glisser vers une configuration différente du présent. Tes souvenirs ne sont pas derrière toi, mais simultanément accessibles, simplement masqués par ton attention au moment présent. Tu ne te souviens pas du passé, tu le recrées chaque fois que tu t'y engages mentalement. De ce fait, ton histoire n'est jamais fixe. L'expérience du temps subjectif révèle que la conscience plie la durée à la mesure de son intensité. Lorsque tu vis un moment d'extase, le temps semble se dilater. Quand tu souffres, il s'étire jusqu'à la douleur. Ce n'est pas parce que le cerveau trompe la mesure, mais parce qu'il la redéfinit à chaque niveau de vigilance. Tu n'es pas prisonnier du temps. Ta perception du temps est prisonnière de la densité de ton être. Les expériences menées sur la méditation profonde confirment cette plasticité temporelle. À l'approche du silence absolu, les oscillations neuronales ralentissent jusqu'à ce que la frontière entre passé, présent et futur disparaisse.
Le corps continue à vivre dans la chronologie physique, mais la conscience observe depuis un autre plan. Ce plan ignore le changement, il contemple la simultanéité. C'est là que s'origine le sentiment d'éternité que les mystiques décrivent depuis des millénaires. Dans le monde ordinaire, ton attention saute constamment entre le passé et le futur. Elle compare, anticipe, juge. Cette oscillation perpétuelle crée l'illusion d'un mouvement continu. Mais si, un seul instant, tu retiens entièrement ton attention sur le présent, le flux s'interrompt. Tu découvres alors que le présent n'est pas un point sur une ligne, mais une dimension complète contenant le tout. Tu deviens le centre fixe autour duquel le temps semble tourner. Les neurosciences contemporaines identifient ce phénomène comme une cohérence interne de conscience. Lorsqu'elle s'installe, toutes les horloges biologiques se synchronisent, du rythme cardiaque aux oscillations cérébrales. Cet alignement supprime la perception de la durée et engendre un état d'unité absolue. Dans ce moment suspendu, la matière et le mental vibrent à la même fréquence. Le temps n'y existe plus, mais quelque chose d'autre apparaît, la pure présence. Les scientifiques s'interrogent aujourd'hui sur les liens entre la conscience et les particules intriquées du cerveau. Si deux neurones pouvaient rester en superposition d'état, la perception pourrait, en théorie, transcender la séquence temporelle. Autrement dit, tu pourrais accéder à des informations avant qu'elles ne se produisent dans ton chronomètre biologique. Cet effet, appelé préactivation, est observé dans certains processus intuitifs. L'esprit anticiperait la réalité en interagissant avec son propre futur quantique. Ce modèle résonne profondément avec les témoignages de précognition ou de déjà-vu. L'esprit ne prédit rien. Il revisite simplement d'autres branches du présent. Dans cet état, les futurs possibles ne sont pas à venir. Ils existent ici, à côté des autres. C'est la conscience, en focalisant son attention, qui en choisit un et le transforme en expérience. Chaque décision devient une micro-création, une actualisation locale de la totalité du temps. La conscience ne plie pas l'espace comme une force physique. Elle plie les horloges en modifiant la perception du flux. Le temps devient un reflet de ton état intérieur. Accélère ton esprit et les secondes s'étirent, ralentis ton souffle et les heures se condensent. Ton corps peut être figé dans la chronologie, mais ton être profond navigue hors de toute structure. La véritable maîtrise du temps n'est donc pas technologique, mais introspective. Dans les laboratoires de psychologie, certains chercheurs ont tenté de mesurer ces altérations. Ils demandèrent à des méditants avancés d'estimer la durée de périodes silencieuses. Les résultats furent stupéfiants. Plus la conscience s'élargissait, plus la perception du temps disparaissait. Ces sujets ne ressentaient plus le passage, seulement une vaste continuité. Cela confirmait que l'ordre temporel dépend entièrement de l'amplitude consciente. Les implications de cette découverte sont vertigineuses. Si ta conscience peut influencer la vitesse subjective du temps, peut-elle aussi affecter la réalité objective? Les expériences quantiques semblent répondre oui. L'état d'observation modifie les résultats expérimentaux. Ce lien suggère une unité entre l'esprit et la matière, où la perception agit comme un vecteur créatif. Chaque pensée devient alors un point d'inflexion dans le flux universel. Le paradoxe du temps personnel s'élargit à l'échelle collective. Une société stressée, obsédée par la vitesse, condense la durée, créant un monde où tout semble aller plus vite. À l'inverse, les civilisations contemplatives vivaient dans une temporalité dilatée, plus lente, plus organique. Ce ne sont pas seulement des rythmes sociaux, ce sont des champs de conscience. Le temps social est une addition de millions de consciences individuelles accordées sur un tempo commun. Mais dans le fond, le véritable secret demeure. Le temps n'a jamais été extérieur. Il réside au cœur de la conscience, comme un instrument intérieur capable de changer de mesure. Lorsque tu comprends cela, tu deviens le musicien et non plus la partition.
Le monde cesse d'être une séquence imposée. Il devient un champ malléable où tu choisis la vitesse du déroulement. Les horloges physiques restent esclaves de la gravité, mais la tienne répond à ton silence. Certains affirment aujourd'hui que la conscience est la seule entité qui échappe à la dégradation temporelle. Elle ne vieillit pas. Elle se souvient de tout instant comme d'une vibration infinie. Le corps se décompose, mais la présence reste identique, immuable. Peut-être est-ce cela l'immortalité, non pas survivre, mais exister hors du rythme, dans la cohérence absolue d'un présent sans début ni fin. Là où la conscience plie les horloges, le temps s'incline. Le silence, après la dernière expérience, avait une densité presque sacrée. Dans les laboratoires abandonnés, les horloges ne reflétaient plus rien d'intelligible. Certains affichaient des dates impossibles, d'autres marquaient des heures qui n'existaient pas encore. Le temps semblait s'être dissous dans un soupir collectif, comme si l'univers, lassé d'être mesuré, avait décidé de retirer son masque pour contempler ses observateurs. Les physiciens survivants aux découvertes de la décennie précédente éprouvaient une étrange mélancolie. Tout ce qu'ils avaient cru comprendre se retournait contre eux. Les formules exactes rendaient la logique absurde, et les expériences les plus précises engendraient des anomalies que personne n'osait publier. Il n'y avait plus de crise de paradigme, seulement un effondrement tranquille de toute certitude temporelle. Certains commencèrent à parler d'une ironie cosmique. L'univers semblait rire doucement au visage de ceux qui avaient voulu le saisir. Ils s'étaient battus pour percer le secret du temps, et à la fin, c'est le temps qui les observa disparaître. Leurs équations, gravées dans des articles poussiéreux, devinrent des prières adressées à une entité invisible et infiniment patiente. L'ironie résidait dans le fait que le temps n'avait jamais été l'ennemi, mais un miroir. Plus ils cherchaient à le décomposer, plus ils se perdaient dans la réflexion de leur propre conscience. Le temps, compris comme phénomène quantique, refusait toute définition parce qu'il épousait la forme de celui qui le regarde. Le scientifique devenait l'instrument de l'expérience, et son esprit le champ d'observation ultime. Le cosmos, au lieu d'être observé, se réfléchissait en lui. À partir de là, plusieurs chercheurs changèrent radicalement de route. Certains quittèrent là pour la philosophie, d'autres pour la mystique. Il ne s'agissait pas de trahison intellectuelle, mais d'une prolongation logique. Décrire le réel nécessitait désormais la participation de la conscience. Penser le temps revenait à penser l'être, et l'être, face à l'infini, se découvrait comme sa propre horloge. L'un des physiciens déclara un jour que chaque mesure du temps était une confession déguisée. Nos instruments ne mesurent non pas le cosmos, ils mesurent notre incapacité à vivre dans l'éternité. Cette phrase, murmurée dans un congrès presque vide, marqua la fin d'une époque. Le temps devint alors un thème d'introspection scientifique. Ce n'était plus une dimension à conquérir, mais un mystère à respecter. Les paradoxes accumulés au fil des siècles formèrent un réseau d'illusions splendides. Les boucles temporelles, les univers multiples, les lignes d'avenir rétroactives, tous pointaient vers une conclusion partagée. Le temps n'est qu'une interface entre la conscience et le champ infini des possibles. Il n'est ni fleuve, ni flèche, mais membrane vibrante reliant l'observateur au tout. Et lorsque cet observateur cesse de se percevoir comme séparé, le temps disparaît. Cette réalisation s'étendit au-delà des laboratoires. Les poètes, les artistes et les méditants trouvèrent dans ces découvertes un langage pour décrire leurs intuitions. Les équations quantiques prenaient la forme de mantras. Les accélérateurs de particules devenaient des temples d'attention. Là, malgré elles, retrouvait un souffle spirituel. Ce mariage inattendu entre rationalité et transcendance constituait la véritable ironie du temps. Ce que la raison chasse finit toujours par revenir sous forme de révélation. Mais ce nouveau regard sur le temps portait aussi une blessure, car comprendre que le temps est illusion, c'est renoncer à la sécurité de la progression. Les chercheurs se retrouvèrent
face à une vérité froide. Il n'y aurait plus jamais avant ni après, seulement des états de conscience. Cette perspective libérait certains, mais plongeait d'autres dans une angoisse métaphysique. Si tout est simultané, à quoi bon avancer? Ce dilemme les hanta jusqu'à la fin. L'univers n'avait ni commencement ni fin, seulement des observateurs qui clignaient des yeux pour découper l'éternité. Chaque battement de cœur créait artificiellement une direction, puis s'effaçait. Le temps, dans son ironie absolue, persistait comme une fiction nécessaire. Il donnait à la conscience le théâtre idéal pour se mettre en scène avant de se reconnaître comme auteur du spectacle. Dans cette vision, la mort perdit toute consistance. Si le temps n'est qu'un phénomène de perception, la vie et la mort appartiennent à la même simultanéité. Les scientifiques comprirent que leur existence n'était pas une trajectoire, mais une vibration temporairement localisée. Ils n'allaient nulle part. Ils fluctuaient simplement d'un état à l'autre dans un champ infini d'observation. Leurs peurs les plus biologiques s'adoucirent dans cette compréhension nouvelle. Le monde extérieur, lui aussi, sembla se transformer. Les civilisations, saturées de vitesse, commencèrent à remettre en question la valeur du progrès. Pourquoi courir vers un futur si celui-ci existe déjà? Pourquoi craindre le passé si chaque instant le réécrit? Les sociétés redécouvrirent lentement la lenteur, non comme une absence d'action, mais comme une communion avec le temps immobile. Elles comprirent que l'attente est une forme d'éternité en miniature. Mais il restait un mystère. Si tout coexiste, pourquoi la conscience humaine persiste-t-elle à percevoir la succession? Certains suggérèrent que c'est un mécanisme d'apprentissage. Le temps serait l'école de la perception, une série de voiles destinés à éprouver la séparation avant de reconnaître l'unité. De même qu'un rêveur ne peut réaliser qu'il dort qu'à la fin du rêve. La conscience ne comprend sa intemporelle qu'après avoir traversé l'illusion du temps. L'univers se rêve lui-même pour s'éveiller à sa propre éternité. Les physiciens les plus lucides appelèrent cette prise de conscience la crise de la direction. Elle ne pouvait être résolue ni par là ni par la foi, car ce n'était pas une question de méthode, mais de regard. Le savoir n'était plus un but linéaire, mais une spirale de reconnaissance. À mesure que la conscience s'élargissait, la compréhension du temps devenait une expérience intérieure plutôt qu'une déduction logique. Dans cette dimension nouvelle, la causalité s'effaçait entièrement. Un événement ne provenait plus d'un autre, mais coexistait avec tous les autres dans un champ d'intention globale. Le futur n'était pas à attendre, il était déjà là, bruissant à la périphérie du présent. Le passé n'avait pas disparu, il chantait encore dans les structures de la mémoire. Ce n'était plus une ligne, mais une sphère où chaque point contenait la totalité des autres. Les derniers expérimentateurs finirent par accepter l'ironie ultime. Le monde qu'ils étudiaient n'était pas en dehors d'eux, mais émanait de leur perception. Lorsqu'ils observaient un électron, ils observaient en réalité un acte de conscience se contemplant lui-même. L'électron n'avançait pas dans le temps. Il manifestait des potentialités selon l'attention psychique de l'observateur. L'univers entier devenait un miroir d'attention infiniment sensible. Cette compréhension bouleversa la manière même de concevoir la recherche. Le but ne fut plus de dominer la matière, mais de s'harmoniser avec le champ informationnel. Les laboratoires se transformèrent en espaces méditatifs et les physiciens en poètes du réel. L'acte d'observation devint un acte de prière cosmique. Le temps n'était plus à mesurer, mais à ressentir comme une vibration de gratitude au cœur de la conscience. Et ainsi, la flèche du temps mourut pour renaître sous la forme d'un cercle. Ce cercle ne représente pas la répétition, mais la totalité. Le point de départ et celui d'arrivée sont identiques, mais la perception, elle, a changé. L'être humain cesse d'être victime de la chronologie pour devenir le créateur du rythme. Le tic-tac de l'horloge devient une respiration intérieure.
un battement du monde à travers lequel l'univers se souvient de lui-même. Peut-être est-ce cela, l'ironie cosmique du temps infini, que tout l'effort humain pour conquérir l'avenir n'était qu'un détour pour revenir ici, dans le présent éternel. Là, en cherchant à comprendre le cosmos, a découvert la conscience, et la conscience, éclairée par là, s'est reconnue comme la source du cosmos. Le voyage dans le temps n'a jamais commencé, car il n'a jamais eu besoin de fin. Il se produit tout entier maintenant dans l'esprit qui l'observe.